Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast dans lequel je suis extrêmement ravie d'accueillir aujourd'hui un nouvel expert qui va, j'en suis sûre, t'éclairer sur un indispensable de tout projet de rénovation. Il s'agit de Sandrine Gustafsson, courtière en prêt immobilier depuis bientôt 10 ans et responsable de l'agence CAFPI à Fontainebleau. Parce que si tu te lances dans un projet de rénovation, il est fort à parier que tu aies besoin de recourir à un emprunt et que cette étape soit essentielle à la concrétisation de ton projet. On le sait, on l'entend assez souvent dans les médias, la période qu'on connaît actuellement est compliquée d'un point de vue économique et les conséquences sur le marché immobilier et sur les financements bancaires sont pesantes. Les prêts sont de plus en plus difficiles à obtenir et les taux ne cessent de grimper, ce qui peut mettre du plomb dans l'aile à ton projet ou plus particulièrement à ton budget. L'idée est donc bien ici, avec cet épisode, d'aller chercher les conseils et les astuces de quelqu'un dont c'est le métier pour nous expliquer en détail le process de validation d'un prêt, ce qui fait qu'une demande peut être acceptée ou non, mais aussi de savoir comment préparer ton dossier pour mettre toutes les chances de ton côté. Avec Sandrine, on a bien sûr parlé de l'intérêt de recourir à un courtier pour se faire accompagner selon son profil d'emprunteur, mais aussi on a évoqué les spécificités des cas où le projet implique de mener des travaux, parfois lourds et onéreux, et de comment parvenir à se les faire financer par l'emprunt. Que tu sois dans la phase de recherche de ton bien à rénover ou que ce ne soit encore qu'un projet, je suis certaine que tu vas apprendre plein de choses dans cet épisode et que tu repartiras avec une tonne d'astuces à mettre en œuvre immédiatement pour que l'obtention de ton prêt ne soit finalement plus qu'une formalité pour enfin rénover la maison ou l'appartement dont tu rêves tant. D'ailleurs, si tu es sur le point de te lancer dans ton projet de rénovation, sache que je vais bientôt sortir le programme d'accompagnement dont tu as besoin si tu souhaites ne pas te faire dépasser par ton projet. C'est le plan d'action pour rénover et décorer la maison de tes rêves en limitant les imprévus et en étant sûr de tes choix. De l'aménagement au budget, des choix de finition au choix de tes artisans, je t'y transmettrai ma méthode pas à pas pour rénover en toute sérénité, éviter un chantier long et compliqué et créer un intérieur qui te correspond vraiment. Alors si tu souhaites être tenu informé de sa sortie, tu peux d'ores et déjà t'inscrire sur le lien en note de cet épisode. Allez, maintenant que je t'ai tout dit, je te laisse avec ma conversation avec Sandrine. Bonne écoute! Bonjour Sandrine et bienvenue sur les Clés de la Réno podcast. Je suis vraiment très heureuse d'avoir cette conversation avec toi aujourd'hui car ça faisait vraiment très longtemps que j'avais envie d'avoir un expert des prêts immobiliers à mon micro. Et donc ce jour est arrivé. C'est quand même vraiment une étape extrêmement importante quand on se lance dans la rénovation, indispensable même souvent. Et on sait que le contexte actuel est beaucoup plus compliqué qu'il ne l'a été par le passé pour obtenir son prêt. C'est donc selon moi, un épisode qui tombe à pic, puisque l'idée, c'est bien qu'on explore ensemble, au cours de cette conversation, les choses qu'on peut faire pour préparer son dossier de prêt et mettre toutes les chances de son côté pour l'obtenir quand, ça y est, on a trouvé la maison, l'appartement, pépite qu'on veut rénover. Et comme toujours, on va commencer par une petite présentation. Donc, si tu peux commencer par nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie un peu plus précisément. Bonjour Alison, merci beaucoup de me recevoir. C'est avec grand plaisir que je partage ce moment avec toi. Pour me présenter assez rapidement, je m'appelle Sandrine, je suis responsable d'agence et courtière en prêt immobilier.
chez CAFPI depuis de nombreuses années maintenant. Voilà, donc j'ai le plaisir d'accompagner mes clients sur la recherche de financement, la préparation du dossier et les signatures chez le notaire. D'accord. Eh ben, pour commencer déjà, peut-être, alors on est sans doute nombreux à être déjà un peu familiers avec ça, mais si tu peux nous dire un peu c'est quoi en fait le métier de courtier, en quoi est-ce que c'est intéressant pour nous, porteurs de projets de rénovation, de faire appel à quelqu'un comme toi? Alors, un courtier, c'est un vrai professionnel du crédit. À l'inverse d'un banquier qui, lui, va maîtriser tout l'environnement financier, le courtier, lui, est spécialisé dans le crédit immobilier. Et un crédit immobilier, ça peut être très technique. Donc, nous, on maîtrise tous ces aspects-là. Et le gros avantage de passer par un courtier, c'est qu'on a un avis extérieur. Nous, chez les courtiers, on a une visibilité de l'ensemble du marché des banques. Et en fonction des périodes, certaines banques peuvent être plus enclins à prêter et d'autres non. Et puis ça change. C'est un marché de libre accès. Donc voilà. Donc on va maîtriser le marché bancaire, on va maîtriser les normes, on va connaître les appétences des banques aux différents profils et on va savoir orienter les clients plutôt vers une banque que vers une autre. Donc en gros, quand on fait un rendez-vous avec nos clients de prise de connaissance, en 1 heure de temps, on va pouvoir cibler, on va poser toutes les questions pour bien connaître nos clients et ensuite on va savoir plutôt vers qui on va pouvoir les adresser. Donc on a un accompagnement complet sur tout le parcours de recherche de crédit. C'est-à-dire moi j'ai certains clients qui m'appellent, j'ai fait leurs études il y a 2 ans et ils me rappellent aujourd'hui, Sandrine, j'ai trouvé, ok super, on refait une mise à jour, mais je connais déjà le profil. Donc ça c'est important. Un courtier, ça permet aussi de mettre en concurrence, ce qui veut dire que ça inverse un petit peu l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas de la seule réponse du banquier, mais on a aussi son mot à dire et on peut choisir avec qui on va travailler. On est aussi là pour faire gagner du temps à nos clients, puisque c'est nous qui nous occupons de toute la paperasse. Et c'est quand même la partie qui est quand même la plus pénible dans un crédit immobilier, c'est qu'il faut tous les moins petits documents, etc. Donc nous, on les demande dès le départ, comme ça on n'est pas embêté et on s'occupe de les mettre en valeur. Moi, c'est ce que je dis à mes clients, je fais briller votre dossier. C'est mon rôle, c'est de mettre des petites paillettes là où il faut. On a une vraie disponibilité aussi. On est joignable par téléphone, par email, par SMS, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Moi, j'ai des clientes qui m'appelaient à 4 heures du matin parce qu'elles terminaient leur service. Bon, elle m'envoyait un message, mais je répondais derrière. Ah oui, bon, c'est pas forcément souhaitable quand même que de te Non, c'est contacter pas à 4 heures du souhaitable, matin, mais bon. mais ça fait partie de la prestation. Nos clients, ce sont ceux qui achètent. Ceux qui me payent, ce sont ceux qui achètent. À l'inverse d'un banquier, celui qui le paye, c'est son patron. Donc Oui, oui, c'est sûr. c'est la Le grosse rapport, différence. le rapport aussi est pas le même, c'est sûr. Tu travailles pour l'acquéreur, pour son projet. Exactement. Donc, et moi j'aime bien dire aussi que un courtier n'est payé que s'il va jusqu'au bout du dossier. Et ça, c'est hyper important parce que, en gros, eh ben, il faut qu'on donne notre meilleur si on veut être payé. Et la plupart des courtiers sont à leur compte. Donc, s'ils ne travaillent pas bien, ben, ils ne sont pas payés à la fin. Et du coup, c'est un gage de qualité. On a une obligation de résultat et c'est rassurant pour tout le monde. C'est-à-dire que Oui, nous, on donne le meilleur et les clients sont rassurés. ça veut dire qu'il faut que tu crois au projet et donc que dès le départ, tu sais qu'il a des chances d'être accepté. Sinon, effectivement, il n'y a aucun intérêt pour toi à aller passer des heures et des heures à le travailler et à le défendre si tu sais au bout du compte que ça ne fonctionnera pas. Alors, tout dossier est défendable à un moment donné. Pas toujours au moment souhaité, mais il peut être défendable. Mais c'est là aussi où on arrive aussi sur un élément important du courtier, c'est qu'il est là pour préparer le dossier.
C'est-à-dire que si on a un client qui arrive avec des comptes qui sont pas top top, un manque d'épargne, on va comprendre le projet, on va donner des recommandations et derrière, on va l'aider à construire pour que dans 2 ans, 3 ans, il puisse faire son projet dans de bonnes conditions. Ok. Et donc, dans les faits, comment il procède un courtier techniquement? Enfin, c'est quoi un peu le étape par étape d'un dossier? Alors, le process d'un dossier, d'abord, quand un client nous appelle, on passe un petit peu de temps au téléphone avec lui pour comprendre, alors au téléphone ou en direct, hein, mais c'est vrai qu'avec les choses évoluent, on fait beaucoup de choses à distance, on s'adapte, mais le plus important, c'est de comprendre qui sont les clients. Qui ils sont, quels sont leurs projets, quel est leur environnement financier, avec leurs mots à eux. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent, mais vous ne me demandez pas combien je gagne. Je dis, non, je me fiche de savoir combien vous gagnez. Moi, je veux savoir quel métier vous faites, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous avez des crédits. Tout le reste, je le saurai dans les papiers. Parce que, effectivement, les papiers, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire que avoir un avis sur le projet, c'est une chose, mais en tant que professionnel, on est là pour donner un avis le plus objectif possible. Et donc, cette objectivité, elle est déterminée par l'étude des documents. On va étudier les revenus sur 2, 3 ans. On va regarder le fonctionnement des comptes. On va regarder l'évolution des salaires au travers des bulletins de salaire. On va essayer de mettre en avant telle ou telle raison pour lesquelles le salaire était le salaire déclaré dans les impôts était beaucoup moins important il y a 1 an ou 2. Toutes ces choses-là qui sont pas forcément évidentes. Là, j'ai des clients il n'y a pas très très longtemps qui sont arrivés et qui effectivement ont une bonne situation aujourd'hui, plutôt récents dans leurs emplois, mais parce qu'ils sont jeunes, donc rien de très étonnant. Mais je note qu'effectivement, l'année dernière, les impositions déclarées sont assez faibles. Donc je pose la question. Je me dis, bon, peut-être qu'ils étaient en formation. Non, ils sont partis 2 ans en Nouvelle-Zélande pour découvrir le monde. Ce qui explique aussi pourquoi il y a un petit peu de manque d'épargne pour le projet. Mais c'est un projet qui s'explique complètement à la banque en disant, OK, on n'a peut-être pas tout l'épargne qu'il nous faudrait, mais aujourd'hui, ils ont fait leur tour du monde, ils ont été voir ce qu'ils avaient à voir, ils veulent se poser et ils ont des salaires fixes, bons, qui permettront de mettre de l'épargne de côté a posteriori. Donc, c'est un dossier qui se défend. Mais sur le papier, si on C'est ne pas sait pas ce qu'ils forcément vont faire, vendeur. exactement, c'est pas très vendeur. Donc nous, notre rôle, c'est de trouver le côté. On est l'avocat de nos clients hein, sur leur dossier. Donc on parle avec les clients pour les comprendre, parce qu'avant tout, notre métier, c'est un métier humain. Ensuite, on analyse les documents pour mettre des chiffres et poser, voir si on rentre dans l'endettement, si tous les critères sont réunis. On émet un avis qui reste un avis favorable, défavorable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au stade où on en est dans l'étude, on ne présente pas le dossier à la banque s'il n'y a pas de compromis. D'accord ? Les banques n'étudient pas les dossiers ou très peu ne soumettent pas les dossiers à l'organisme de cautionnement si elles n'ont pas de compromis. Parce que sinon, à chaque fois que quelqu'un vient voir la banque, on sollicite des gens et ils travaillent pour rien, ça n'a pas d'intérêt. Donc on donne un avis, mais en général, quand on a 10 ans d'expérience derrière nous, on n'est jamais très très loin de la vérité sur l'étude du dossier. Comme on connaît nos partenaires bancaires, on sait aussi comment ils vont réagir. Ensuite, c'est au client de travailler, c'est-à-dire qu'il faut trouver le bien, il faut faire une proposition, il faut aller chez le notaire signer le compromis. Et là, notre travail se poursuit puisqu'on finalise le dossier, on apporte les dernières touches, on s'assure d'avoir tous les documents pour que le dossier soit complet. Notre objectif, c'est de présenter un dossier au banquier le plus complet possible et le plus simple à étudier. Il doit comprendre en moins d'1 heure qui sont les clients, qu'est-ce qu'ils veulent, quel serait l'avantage à financer ce projet, et tout doit être simple pour lui. C'est l'objectif du courtier.
Une fois qu'on a eu l'accord du banquier, on accompagne ensuite, on présente l'accord aux clients, on les accompagne au rendez-vous bancaire. Alors quand on peut, mais quand on ne peut pas les accompagner en rendez-vous bancaire parce que notre emploi du temps ne nous le permet pas ou pour tout un tas d'autres raisons, on prépare en amont le rendez-vous avec le banquier. On s'assure que tous les documents sont là, que toutes les créations préalables ont été faites, etc. De telle sorte que l'expérience soit agréable pour le client quand il arrive chez le banquier, que ce soit le sien ou que ce soit un autre. Mais c'est pas juste des inconnus, c'est des gens qui arrivent, le banquier les connaît, il sait qui ils sont, il sait quels sont leurs projets, il a leur simulation sous les yeux, ils ont tout. Mmh. Et ensuite, on continue à accompagner nos clients jusqu'à l'édition de l'offre. Quand l'offre est éditée, on la relit avec eux, on leur traduit. Oui. Les Voilà, petites lignes, qu'est-ce que ça veut 25 dire? pages moi, c'est ce que je dis à mes clients. Vous avez 25 pages d'offres de prêt, il y a 4 paragraphes à connaître, mais c'est des paragraphes qui sont importants et qu'on ne lit jamais. C'est des petits trucs tout en bas, mais qui sont des options qui peuvent être intéressantes dans un parcours de vie. Donc voilà, nous on essaye. Moi, je trouve que c'est important. Les gens, souvent, on a tendance à dire qu'on s'engage pour un tiers de sa vie, pour un tiers de nos salaires. Et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que c'est l'une des plus grosses dépenses qu'on va faire dans notre vie. C'est important de savoir ce qu'on signe. Et c'est pénible, une offre de prêt, c'est long, c'est chiant, c'est voilà, bref. Mais le jour où on perd notre emploi, avant de se dire ah bah zut, il faut qu'on vende la maison, non, on a des options qui peuvent stopper le prêt pendant un certain temps. Ah bah tiens, on a eu une belle augmentation, c'est dommage, on aurait pu payer plus, on aimerait bien augmenter notre mensualité, ben c'est possible, il y a des options pour ça. Donc ça, c'est toutes les petites lignes qu'il est important de connaître en amont. Et puis, dernière étape, et pas des moindres, la signature chez le notaire. Donc, on s'assure que effectivement les fonds ont bien été débloqués chez le notaire pour que, encore une fois, ce soit pas une opération stressante. Que les clients, en fait, on les prend en main depuis le début et on les accompagne jusque chez le notaire. Et c'est une belle expérience. C'est pas stressant. Moi, j'ai plein de clients à moi qui disent, je comprends pas, j'ai plein de collègues, ils étaient hyper stressés, mais avec vous, ça se passe bien. Tant mieux, c'est le but. C'est le but. Donc voilà le process. Ok. Écoute, avant qu'on rentre plus en détail sur justement comment on prépare son dossier, comment on fait sa demande de prêt et tout, est-ce que ce serait peut-être bien que tu nous brosses rapidement un peu l'état du marché actuel, parce qu'on sait qu'il est compliqué, et voilà, que tu nous fasses juste un petit rappel de là où on en est. Ça veut dire quoi aujourd'hui obtenir un prêt, à quelles difficultés éventuellement on peut être confronté du fait du contexte économique un peu complexe. Alors oui, on est dans un marché qui est compliqué. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail déjà parce que je ne suis pas économiste, je suis courtière en prêt immobilier, donc je ne peux parler que de l'expérience que je vis au quotidien, mais il y a effectivement des indicateurs qui sont importants. Ça fait plus de 18 mois maintenant qu'on a des hausses de taux successives qui sont de l'ordre de plus 0,2 à peu près tous les mois. Ce qui est quelque chose qu'on a rarement vu, si ce n'est pas vu du tout. Même dans des grosses crises, soit c'était pas aussi violent, soit c'était pas aussi long. Là, on a les deux qui se combinent, donc c'est un peu compliqué. Il y a 18 mois, on était sur des taux à 0,95% sur 25 ans, et aujourd'hui, on va pas tarder à frôler les 4,5% sur la même durée. Donc autant te dire que forcément, tu empruntes un tout petit peu moins pour un salaire équivalent. Donc, sur ce qu'on constate, c'est que depuis un an, le nombre de crédits accordés a été diminué de 50%. Ça, c'est les chiffres du Crédit Logement qui, tous les mois, émet une étude sur l'évolution du marché. On a en parallèle quand même quelques bonnes nouvelles. C'est-à-dire que sur un an, les salaires ont augmenté de 4,7% en moyenne.
Donc ça faisait quelques années avec le Covid, avec tout ça, qu'on n'avait pas forcément vu des évolutions de salaire aussi importantes. Donc on a rattrapé un petit peu le temps. Après, ceux qui ont acheté il y a 4-5 ans et qui ont des taux à 1,5, même 2%, eux par contre, ils vont pas vendre tout de suite parce qu'ils vont pas repartir sur un prêt à 4,5. Dans les catégories des mauvaises nouvelles, on a aussi des normes énergétiques qui sont mises en place, des lois qui sont votées pour le bien de chacun. Hein. Il faut effectivement que les biens soient rénovés. Mais par contre, effectivement, les DPE les plus bas vont bientôt ne plus pouvoir être loués. Donc forcément, il y a moins d'acheteurs sur du locatif. Mais pour autant, il y a des opportunités sur la rénovation. C'est-à-dire qu'acheter un bien qui a un mauvais DPE dans lequel on va faire des rénovations, ça, pour le coup, c'est plutôt... oui. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, nous, les rénovateurs. Évidemment. Tout à fait. Donc, que ce soit pour du locatif ou pour pour de l'achat de résidence principale, dans tous les cas, pour les résidences principales, il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place, des prêts à taux zéro, des choses comme ça. Les banques même mettent en place des prêts aidés, des prêts verts, donc il y a pas mal de choses sympathiques qui se mettent en place de manière ponctuelle dans les banques. Il y a MaPrimeRénov' qui fonctionne aussi pas mal. Et puis, pour tout ce qui est l'achat dans le locatif, il y a aussi tout un système de défiscalisation quand on fait des travaux dans un bien qu'on achète qui n'est pas inintéressant non plus. Mais effectivement, en termes d'obtention de crédit, on reste toujours soumis à la règle des 35% d'endettement. Donc, on est un peu plus limité sur le locatif. Après, côté taux, je pense qu'on arrive sur la fin des augmentations de taux. Les économistes prévoient encore quelques mois de hausse. Mais ça, bon, là, on rentre un peu plus dans le domaine de la science-fiction. Hein. C'est-à-dire que j'ai ma boule de cristal et je te dis que... quoi. Mais non, les discours qu'on voit dans les médias, qu'on voit au niveau de la Banque Centrale Européenne, etc., dit on continue à augmenter, la Christine Lagarde a encore augmenté les taux directeurs la semaine dernière, mais le temps entre deux augmentations de la BCE, des taux directeurs de la BCE est un petit peu plus long qu'il n'a été, et les augmentations ne sont plus que de 0,25 contre 0,5, et quand ils l'expliquent, ils disent qu'on arrive sur la fin du cycle des augmentations. Donc, tout porte à croire que les augmentations des taux directeurs vont se stabiliser, ce qui signifie que derrière, forcément, la conséquence, c'est que les taux devraient se stabiliser. Donc, on espère une stabilisation aux alentours des 5% en premier trimestre, semestre de l'année prochaine. Là, on est encore entre 4 et 4,5. Voilà. Par contre, effectivement, on rentre dans une problématique où l'inflation reste quand même dans le dur, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des problèmes d'augmentation de l'énergie. C'est pas que ça le problème. Tous les prix augmentent. Et donc, effectivement, on ne prévoit pas une baisse des taux à très court terme. Les économistes disent aux alentours des 1 à 2 ans. Moi, je dirais plus 2 à 3 ans, mais alors là, pour le coup, j'en mettrais pas ma main coupée, oui, j'en sais rien. Oui, c'est sûr. Et voilà. Bon. Mais voilà, dernier point, c'est qu'effectivement, on a juste avant le Covid, il a été mis en place des normes par le Haut Conseil de la stabilité financière, limitant l'endettement à 35%. C'était très bien à l'époque parce que les taux étaient tellement bas et les choses étaient tellement faciles pour obtenir des crédits que on en arrivait à un stade où on prêtait beaucoup, peut-être un peu trop, et que il était intéressant de remettre des normes. Là maintenant, les choses sont plus compliquées pour avoir des crédits, et donc effectivement, ces normes deviennent très contraignantes parce que effectivement, quand les taux passent de 1 à 4%,
35% sur un salaire à 1 500 €, c'est pas tout à fait la même chose que 35% sur un salaire à 2 000, 3 000, 4 000 euros. Donc, on espère qu'à terme, Bercy va nous entendre et va bien vouloir libérer un petit peu certaines normes intelligemment. L'objectif, c'est pas de réouvrir à tout va, mais de permettre aux gens qui ont besoin d'acheter et qui peuvent se le permettre, parce que mine de rien, il y a les normes, mais il y a, même quand ça rentre dans les normes, la banque, elle prend un risque en prêtant et elle va pas prendre le risque de prêter à tout le monde, surtout dans le contexte actuel. Donc, Oui. il reste, les banques sont vachement, sont beaucoup plus drastiques sur l'obtention d'un crédit, et il faut vraiment montrer qu'on va être capable de payer pendant 25 ans une mensualité correspondant à ses revenus. Et donc, et tu penses, enfin, c'est lié à ça, le fait qu'il y ait beaucoup moins de prêts qui soient obtenus aujourd'hui, à ces règles qui se sont quand même vraiment durcies. Alors, c'est plus lié au risque. C'est-à-dire que aujourd'hui, la banque ne peut pas se permettre de prêter à tout va. Donc, il y a déjà cette partie-là. Il y a aussi le fait que maintenant, les banques demandent à ce qu'il y ait, par exemple, l'apport des frais dans 95% des cas, ce qui n'était pas le cas quand on est jeune, quand on a 22, 23 ans, on n'a pas forcément 15 ou 20 000 euros devant soi. Mais encore, L'apport ça, des frais que tu précises, c'est que tu sois en capacité d'avancer avec ton apport personnel, les frais liés à l'achat. C'est ça. En général, alors c'est grosse masse, hein, mais quand on achète 150 000 euros, il faut 15 000 euros. Quand on achète 200 000, il faut 20 000 euros. En gros, comptez 10%. 10%. En général, c'est un tout petit peu moins, mais au moins quand on a 10%, au pire, on a un tout petit peu d'épargne conservée. Et ça, c'est aussi un élément qui est important. Après, effectivement, sur la question de pourquoi il y a eu une baisse comme ça, bah déjà parce qu'il y a eu une hausse des taux, et que là où on pouvait acheter 200 000 euros l'année dernière, on peut acheter 150 000 euros maintenant. Les prix des biens n'ayant pas tant baissé que ça, bah on se retrouve avec un studio là où on pouvait acheter un 2 places. Enfin, un 2 pièces. Donc, et est-ce qu'on doit encore avoir peur du fameux taux d'usure dont on a tant entendu parler ces derniers mois? Alors, beaucoup moins, parce que alors, c'est tout un phénomène un peu compliqué économique qui fait que les taux augmentaient tellement vite et le mode de calcul du taux d'usure était un peu décorrélé de la réalité. C'était un petit peu compliqué. Alors, pour rappel, le taux d'usure, c'est un taux qui est imposé et calculé par la Banque de France, qui prend la moyenne des TAEG édités sur les 3 derniers mois. Et ce calcul est fait tous les mois. À cette moyenne, ils rajoutent un tiers et ils disent n'importe quel TAEG, une offre de prêt, ne peut pas dépasser. Oui, je sais que tu vas me demander ce que c'est qu'un TAEG. Je vais te le dire. Un TAEG, c'est un taux annuel effectif global. Dans un prêt, tu as ton taux nominal, c'est-à-dire 4%, c'est ton taux nominal. Le taux nominal, c'est ce qui va déterminer tes intérêts. Mais dans un prêt, tu n'as pas que tes intérêts. Tu payes aussi des assurances. Si jamais tu es malade, les assurances paieront la mensualité pour toi. Et tu as également des frais de banque, éventuellement des frais de courtage et des frais de garantie, c'est-à-dire l'organisme de cautionnement qui se portera caution pour toi auprès de la banque. Tous ces éléments-là réunis sont des coûts sur ton crédit. Donc, on calcule un TAEG qui va intégrer l'ensemble de ces coûts. En gros, c'est le vrai taux de ton prêt, mais ce n'est pas celui sur lequel on communique. Donc, ce TAEG, lui, ne peut pas dépasser un certain taux qui est déterminé tous les mois par la Banque de France. Et ce taux-là est déterminé sur une moyenne plus un tiers. Voilà. Mais quand les taux augmentent très vite et qu'on fait une moyenne sur 3 derniers mois, et ben forcément, on se retrouve à faire une moyenne qui est plutôt minimum et avec des taux qui est en retard. Finalement, sur la réalité du marché. C'est ça.
Comme la hausse devient un petit peu moins importante, ça se stabilise un petit peu, les banques peuvent attendre un petit peu pour augmenter puisqu'elles sont revenues à un équilibre de financement. Le taux d'usure se dissout un petit peu. On a toujours le taux d'usure. Effectivement, quand on commence à approcher les 60 ans, parce que souvent c'est l'assurance qui pèse beaucoup, qui fait monter le taux. qui fait monter le taux, et en fait qui nécessite, en fait quand l'assurance augmente, c'est pas très très grave. Les banques avant avaient la possibilité de baisser le taux nominal. Sauf que elles sont quand même contraintes par un taux minimum, et le taux minimum de refinancement était très haut ces derniers temps, là où on est un peu plus libre maintenant parce que elle recommence à revenir à l'équilibre. Donc le taux d'usure, il est de moins en moins problématique, mais il faut quand même s'assurer que on fait pas tout et n'importe quoi parce que il est toujours là pour éviter que on fasse tout et n'importe quoi au niveau des taux. S'il n'avait pas été là à l'époque, on aurait, au lieu de prendre 0,2 ou 0,3 tous les mois, on aurait pu prendre un point, enfin, on aurait pu prendre un d'un coup comme ça. Donc il est là pour nous protéger. Mais parfois, dans certaines situations, bon ben là, le marché a dû s'adapter. Mais la Banque de France a quand même intervenu puisqu'elle a mis, avant le taux d'usure a été calculé tous les trimestres, il a été mis en calcul tous les mois, il l'est encore le temps que la crise passe, je pense, et puis voilà, et ça commence à devenir un petit souvenir. D'accord. Et de la même façon, pour qu'on comprenne bien un peu où on met les pieds, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le process de validation d'un prêt? Parce que c'est vrai qu'une fois, enfin nous, quand on se présente à notre banquier ou à toi, on confie notre dossier, puis après, en fait, on ne sait pas très bien, c'est assez nébuleux, tu vois, comment ça décide? Qui décide si on obtient notre prêt ou pas? Parce qu'on y met quand même beaucoup d'enjeux, c'est un peu notre destin qu'on met entre les mains de cette banque. Comment ça se passe? Alors ça se passe bien en général. J'espère. La première personne à convaincre en général, c'est le banquier, parce que c'est lui qui va relayer les informations. Alors en fonction des réseaux bancaires, le process n'est pas toujours le même. Il peut être assoupli, mais en règle générale, le banquier, lui, va soumettre le dossier à un organisme de cautionnement. D'accord ? Il en existe plusieurs en France. Je parlais de Crédit Logement tout à l'heure. Il y a d'autres organismes de cautionnement comme la SACEF ou la CAMCA. Et chaque banque travaille avec un certain organisme de financement de manière privilégiée. Le banquier, quand il a un dossier de prêt en face de lui, il va saisir le dossier dans l'outil de l'organisme de cautionnement et il a la possibilité d'annoter en disant voilà, il y a les chiffres et puis il y a voilà pourquoi je défends le dossier. D'où l'importance de bien présenter le message au banquier pour que lui puisse le relayer comme il faut, parce que on passe de logiciel en logiciel en logiciel. À la fin, il y a quand même quelqu'un qui prend une décision, mais il faut qu'il comprenne le dossier. Ça reste, à la fin, il y a quand même un humain qui appuie sur le bouton. Donc, le banquier soumet ça à l'organisme de cautionnement et l'organisme de cautionnement dit oui ou dit pour le moment c'est non, pour telle et telle raison, ou c'est non. Voilà. S'il dit non pour telle et telle raison, mais si vous me prouvez que, alors on peut éventuellement. Donc un refus n'est jamais totalement définitif si on peut apporter de nouveaux arguments. Par exemple, on a peur que les clients mettent tout leur apport, toute leur épargne sur le projet, ils n'auront plus d'épargne, on a peur qu'il y ait une dégradation financière. Et dans ces cas-là, on peut revenir vers les clients. Les clients peuvent dire « Ah, mais mes parents avaient prévu éventuellement, si c'était nécessaire, de nous donner 20 000 euros, ce qui nous permettrait de garder un petit peu d'épargne. » On réouvre le dossier en demandant une réétude. En disant finalement, on va mettre l'apport via une donation des parents, il y aura donc 10 000 euros conservés, on reste dans l'endettement et donc le dossier est cohérent. Ça, c'est le premier point. Après, quand il y a un refus, la banque dit oui mais non. Enfin, pas la banque, la garantie dit oui mais non.
la banque peut avoir le choix de dire, moi j'y crois à ce dossier, j'y crois à fond, et je décide de suivre le dossier avec ce qu'on appelle non plus un organisme de cautionnement, mais une garantie réelle, c'est-à-dire une hypothèque. D'accord? C'est-à-dire que, en gros, la banque va être propriétaire de votre bien tant que vous n'avez pas payé, terminé de payer. Mais dans la réalité, c'est vous qui êtes propriétaire. Le seul truc, c'est que s'il y a un souci, la banque peut saisir le bien pour le mettre en vente. Avant qu'on en arrive là, il se passe un petit peu de temps quand même, parce que la banque, elle n'est pas agent immobilière, donc elle est là, elle est financière, elle est là pour trouver des solutions. Et dans tous les cas, moi j'ai beaucoup de clients qui me disent ah non, pas l'hypothèque, je veux pas me retrouver sur le trottoir, etc. avec ma famille. Non, l'hypothèque, quand une banque passe un dossier en hypothèque, c'est qu'elle y croit. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et au-delà de ça, l'organisme de cautionnement, il faut pas se tromper, hein. Si on ne paye pas son crédit, ils font pareil. Ça se passe pas bien. C'est la vie. On est dans un système capitaliste, hein, donc voilà. Donc on défend le dossier auprès du banquier. Le banquier le défend auprès de la garantie et la garantie émet un accord. Ensuite, on a un deuxième pan du crédit, c'est les assurances. C'est-à-dire que on peut avoir un accord de la garantie de la banque, mais c'est toujours sous réserve de l'assurance, puisque un crédit doit être assuré. Assuré en cas de problème de santé. Dans ces cas-là, ce que l'on fait, c'est que le banquier va envoyer les questionnaires de santé. Alors ça peut être le banquier ou ça peut être une assurance externe. Ça, c'est encore un autre débat, mais on fera un autre podcast là-dessus. Mais les assurances, donc, vont poser des questions au client. Le client va y répondre. Alors, est-ce que vous avez été opéré dans les 10 dernières années? Est-ce que vous avez été arrêté? Est-ce que vous prenez des médicaments? Est-ce que vous avez été hospitalisé? Est-ce que vous prévoyez de l'être, etc. Alors, la loi Lemoine qui est passée il y a un an maintenant, bientôt, permet effectivement pour toutes les personnes qui sont assurées pour moins de 200 000 euros de prêt et qui auront moins de 60 ans en âge de fin de prêt, n'ont plus de questionnaire. Donc, de fait, si j'emprunte 190 000 euros et que je suis seule sur le prêt et je suis assurée à 100%, que je n'ai pas d'autres crédits par ailleurs et que j'aurai moins de 60 ans à la fin de mon prêt, si la garantie dit oui, de toute façon, je n'aurai pas de questionnaire de santé, donc de fait, je suis assurée. Et donc, mon prêt est validé. Et oui, parce que ce que tu viens de dire là, c'est quand même, en plus, c'est 200 000 euros par tête, par emprunteur. C'est ça? C'est 200 000 euros assurés par emprunteur, effectivement. Alors, donc, si tu es en couple et que tu veux emprunter, si tu as moins de 400 000 euros, tu n'as plus de questionnaire. Alors, pas tout à fait, parce que effectivement, si tu es en couple et que tu empruntes 400 000 euros et que tu es assuré à 50% chacun. Sauf que quand tu empruntes 400 000 euros, peut-être que être assuré à 50%, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Ouais. C'est vraiment, et c'est encore une fois, on revient sur l'avantage de passer par un courtier, c'est que ça, c'est des choses qu'on va déterminer. Il se peut effectivement que dans un couple, il y ait une des personnes qui ait eu un problème de santé grave, qui fait qu'il sera très très difficile de l'assurer. Dans ces cas-là, avant, on était obligé de faire sans assurer la personne, et donc on ne pouvait assurer que le conjoint ou la conjointe. Maintenant, si on a le cas, on peut quand même demander, si tant est que le prêt soit... en tout cas, on peut l'assurer pour au moins 200 000 euros, sans lui demander de questionnaire de santé. Et ça, c'est merveilleux, parce que du coup, ça augmente la capacité d'emprunt. Et puis surtout, les gens peuvent se lancer dans un achat après avoir vécu le pire de leur vie. Ils peuvent se projeter dans un achat et le système fonctionne bien comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est une loi qui a vraiment fait progresser les choses et c'est vraiment un vrai avantage.
Donc, pour revenir sur comment fonctionne une obtention de crédit, voilà, accord de la garantie, assurance, et alors, il reste une dernière étape pour des dossiers très spécifiques. Par exemple, des dossiers de plus d'1 million d'euros, des choses comme ça. C'est pas parce que la garantie, elle a dit oui, c'est pas parce qu'on a les assurances que on n'aura pas non plus, enfin que la banque va dire oui, parce que ça passe par un dernier organisme de validation qu'on appelle souvent le service des engagements. Ce service-là, c'est le grand Manitou du prêt. Et en gros, si eux, ils disent non, on peut rien faire. C'est-à-dire que c'est les analystes risques de la banque qui disent, OK, ben, on a tous les accords, mais nous, on ne prendra pas ce risque-là. Et le banquier peut être d'accord, le directeur de la banque peut être d'accord, la garantie peut être d'accord, l'assurance peut être d'accord. Et au final, la banque dit, non, on n'ira pas sur ce projet-là. Voilà. Donc après, c'est assez exceptionnel que le service des engagements intervienne. Souvent, ils interviennent sur des trucs un peu atypiques, sur des montants de prêts élevés, ou alors sur, souvent, ça peut être sur des entrepreneurs. C'est une catégorie un peu à part dans l'obtention du crédit. C'est toujours plus compliqué, malheureusement. L'entrepreneuriat n'est pas toujours valorisé à sa juste valeur, mais effectivement, il faut aussi comprendre que pour le banquier, ça représente un risque supplémentaire. Puisque quand on est salarié, bah, on ne dépend pas de soi, et quand on est à son compte, bah, notre salaire dépend de notre réussite. Donc, il ne faut pas qu'on flanche. Ouais. Donc voilà. Donc, et une fois qu'on a toutes ces vérifications-là, que tout est OK, on a tous les feux verts, en fonction des banques, certaines vont pouvoir éditer l'offre en agence, donc c'est le directeur qui appuie sur le bouton, et certaines vont passer par des services d'édition d'offres. Mais dans tous les cas, l'offre est éditée. Et Donc après, les services d'édition de la banque au niveau, enfin, à un plus haut niveau, au niveau régional ou national, ce genre de choses. C'est pas dans l'agence que ça se décide en fait. Alors, tout est décidé, mais le service d'édition des offres revérifie une dernière fois les documents, souvent, et appuie sur le bouton d'édition des offres. D'accord. Donc j'imagine que vous, toi, en tant que courtier, tu sais quelle banque, quelle banque c'est à tel niveau que ça se décide et quelle banque c'est à tel niveau que ça se décide. Oui, moi je sais. Donc en fonction aussi du profil du dossier que tu as en face de toi, tu peux décider d'aller vers telle ou telle banque aussi à cause de ça. Exactement. Parce que sur certaines banques, je sais que le banquier va me suivre parce qu'on a la même philosophie, etc. Mais qu'à un moment donné, le dossier risque de remonter plus haut. Ou alors, j'ai certains dossiers où je sais que la garantie, ça va être compliqué. Et que du coup, il va falloir prendre la décision, si jamais la garantie n'y va pas, de passer en hypothèque. Et il y a certains réseaux aujourd'hui qui ne se posent même pas la question. Qui font très peu de passages en hypothèque et d'autres qui sont plus volontaires sur le passage en hypothèque. Donc, quand on a un dossier, un beau dossier auquel on croit, etc., par exemple, un truc très bête, mais je reviens encore sur un entrepreneur ou sur une profession libérale qui a 2 ans et demi d'ancienneté, un entrepreneur, c'est 3 ans de bilan. D'accord. C'est bien, c'est tout à fait mon cas là que tu es en train de décrire. Et un auto-entrepreneur, souvent les auto-entrepreneurs, les premières années ont un petit peu moins de revenus. Donc effectivement, c'est 3 ans de chiffres cohérents. C'est-à-dire que j'ai des clients qui me disent oui, moi je suis entrepreneur depuis 3 ans et demi, donc c'est bon, j'ai le chiffre. Oui, mais les 2 premières années, en fait, vous avez touché 1 000 € par mois, donc et on en prend la moitié. Donc voilà. Donc là, on se dit c'est compliqué, mais il y a certaines professions qui, en auto-entrepreneur, par exemple, peuvent toucher très rapidement quelque chose. Je pense par exemple aux développeurs informatiques ou aux community managers qui sont finalement, c'est des consultants qui se sont mis à leur compte. Et ces structures-là, elles gagnent très vite et beaucoup. Et donc, en moins d'un an, 1 an et demi, on est capable de présenter des chiffres d'affaires qui sont tout à fait honorables. Mais quand on présente ça à un organisme de cautionnement, l'organisme de cautionnement, la plupart du temps, va dire non.
parce que c'est pas dans les normes. Par contre, certains réseaux bancaires disent, nous, les auto-entrepreneurs ou les entrepreneurs de manière générale, on les aime bien, surtout quand ils gagnent de l'argent, et on veut les accompagner parce que c'est notre cœur de métier et que on y croit, quoi. Mhm. Donc ceux-là, oui, on sait qu'on va les adresser plutôt à un organisme qu'à un autre. Ok. Donc, est-ce qu'on a aussi intérêt à quand on se présente, ou quand toi tu te présentes face au banquier, à savoir si oui ou non il suivrait si l'organisme de cautionnement ne suit pas? Alors ça fait partie des questions. Nous, on la connaît la réponse, mais si souvent les gens vont voir leur banque en premier, ce qui est logique, c'est un réflexe logique. C'est pas forcément le meilleur des réflexes, parce que si a posteriori les gens décident de passer par un courtier et qu'ils ont été voir leur banque en premier, bah du coup c'est logique. Nous, on peut pas retourner voir le banquier et du coup notre pouvoir de négociation il est moins important. Donc moi j'ai plutôt tendance à dire, voyez d'abord un courtier, voyez comment vous sentez le discours, etc. Un courtier au début, de toute façon, ça coûte rien, si ce n'est 1 heure de votre temps et quelques informations apprises et glanées pendant cette heure-là. Et après, si vous êtes en confiance avec le courtier, très bien. Si vous considérez que le courtier vous a rien appris, il est toujours temps de prendre rendez-vous avec votre banque. Mais du coup, vous êtes plus libre. Si effectivement vous allez voir votre banque en direct, la question importante, si vous savez que votre dossier il est un petit peu border ou que le banquier il vous dit bon bah souvent la phrase que vous dit le banquier c'est bon bah je vais le soumettre à la garantie et puis après on verra. Sauf que la bonne question à poser au banquier dans ce cas-là, c'est après on verra quoi. Si vous avez un refus de la garantie, est-ce que vous êtes prêt à nous suivre en hypothèque? S'il vous dit oui, parce que c'est à la main de mon directeur d'agence ou que je suis le directeur d'agence et que moi, votre dossier, j'y crois et que je vais le signer, alors tant mieux. Si il vous dit ah non, par contre, si on a un refus de la garantie, nous, la politique, c'est qu'on n'y va pas en hypothèque. Hein. Ou alors, il faut rajouter 20% d'apport. Oui, mais je les ai pas. Ah bah du coup, voilà. Mmh. Donc ça, c'est vraiment une question qu'il faut avoir en tête quand on va voir son banquier. Alors, si le dossier est hyper simple, il n'y a pas besoin de lui poser la question. Mais si le dossier est un peu complexe, il faut lui poser la question et bien comprendre son processus de prise de décision. Est-ce que c'est vous me dites, vous croyez à mon dossier, mais est-ce que c'est vous qui défendez mon dossier ou est-ce que c'est votre directeur qui doit prendre la décision? Auquel cas, je préfère parler avec votre directeur ou pouvoir échanger en même temps en tripartite avec lui, etc. Mais je veux la personne qui va défendre mon dossier. Mmh. C'est bien, alors donc ça y est, on commence à rentrer dans le vif du sujet sur comment on met toutes les chances de son côté pour faire passer son dossier de prêt. Tu as déjà commencé à dire un truc important, c'est que finalement, il faut se préparer bien avant de commencer ses recherches de biens, en fait, là. Et même, tu as dit, on a tout intérêt à aller voir un courtier avant de se lancer dans sa recherche. Exactement. Mieux tu vas maîtriser ton budget en amont, plus tu seras susceptible d'avoir un projet qui sera logique. Moi, ce que je dis toujours à mes enfants, c'est que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Tout à Et fait. ben, c'est la même chose pour les crédits. C'est-à-dire que si tu arrives avec un projet tarabiscoté, qui est pas préparé, qui est pas expliqué, moi des fois j'ai des clients qui arrivent dans mon bureau qui m'expliquent un truc, je fais alors non, on va pas du tout faire comme ça. Il faut que les choses soient logiques. Mmh. D'accord. Enfin, on est tous, encore une fois, on est dans un métier humain. Si ton projet il est déjà pas logique pour toi, il va pas l'être pour le banquier, il va encore moins l'être pour la garantie, et donc il a zéro chance de sortir. Mmh. Donc premier conseil, projet logique et bien expliqué. Et deuxième conseil, effectivement, projet préparé. D'accord. Donc voir un courtier, ça permet d'étudier son projet, de voir les points positifs, les points négatifs, voir s'il y a des points à améliorer, voir si on peut le faire tout de suite ou si on doit attendre un petit peu. Et toutes ces choses-là de manière décorrélée de la banque. C'est ça l'intérêt de passer par un courtier, c'est que moi, j'ai pas d'avis positif ou négatif, j'ai pas d'a priori. C'est bête à dire, mais c'est pas mon argent que je prête. Oui. Donc, le banquier, lui, c'est un financier. Moi, je suis
voilà, j'ai un côté plus humain, donc je vais essayer de comprendre et de préparer au mieux le dossier. Pour autant, à la fin, je présenterai mon dossier au banquier, donc il faut que le truc soit logique. Mais j'ai des clients, des fois, qui arrivent avec plusieurs crédits, etc., et plein d'épargne à côté. Ou des clients qui mettent 500 euros de côté, mais qui sont à découvert tous les mois. Bah non. Du coup, c'est bien, vous avez un peu d'épargne et continuez à mettre de l'épargne, mais faites en sorte de ne pas être à découvert non plus. Si vous n'arrivez déjà pas à payer 800 euros de loyer, comment vous allez faire pour payer 1000 euros de mensualité? C'est pas. Quand on est locataire, si on n'arrive plus à payer son crédit, son loyer, bah, on part ailleurs et on prend moins cher. Quand on est propriétaire, bah, c'est un petit peu plus long, donc il faut comprendre aussi pourquoi le banquier il a un peu plus peur quand il doit vous prêter de l'argent. C'est pas juste une question de financier, c'est une question logique aussi. Oui. Donc voilà, préparer son projet. Si on est locataire, bon bah il faut. Ce qui est bien, c'est que du coup, en général, le loyer correspond à peu près à la mensualité. Mais si le loyer ne correspond pas à la mensualité qu'on va pouvoir emprunter, c'est simple. Quand on gagne 2000 euros, il faut savoir qu'on peut emprunter 700. Voilà, c'est 35% de 2000, c'est 700 euros. Si votre loyer il est de 500 euros et qu'à la fin du mois il ne vous reste plus rien, si vous voulez emprunter pour avoir une mensualité de 700 euros, bah, le banquier va vous dire non. Bah, je comprends pas. Ben oui, mais il faut montrer au banquier que vous êtes capable. Donc, si vous payez 500 euros de loyer, vous mettez 200 euros supplémentaires de côté, voire même 250. Ça rassurera tout le monde. C'est ça. Si vous êtes hébergé chez vos parents, par exemple, super. Mais du coup, mettez 700 euros de côté. Ouais. Et du coup, le banquier, il regarde ça sur, c'est quoi, sur combien d'arriérés, tu vois, il faut montrer patte blanche sur combien de temps, en fait? Alors, le banquier va regarder 3 mois de relevé de compte. Mais il peut demander un peu plus. Il peut demander les relevés de frais annuels. Donc bah là, quand on est au mois de septembre, si on demande les relevés de frais annuels, par définition, ils sont édités au mois de janvier. Donc si je demande les relevés de frais annuels du 1er janvier 2023, je vais avoir tout l'historique de 2022. Donc si j'ai des commissions d'intervention, si j'ai 24 commissions d'intervention de l'année dernière, ça signifie que j'ai pas très bien géré mon budget. Là, ce que tu dis, c'est les agios liés au découvert, en fait. C'est ça, le relevé de frais. Commission d'intervention, c'est quand le banquier paye des factures, enfin quand tu vas pour payer ton pain ou n'importe quoi avec ta carte bleue, mais que tu es déjà à découvert et que tu as dépassé ton autorisation de découvert, le banquier t'autorise en plus à payer parce que c'est 4,50 € parce que tu as acheté un pain au chocolat et une baguette. Et dans ces cas-là, par contre, quand tu dépasses ton découvert, c'est 8 € de commission d'intervention. D'accord. Donc ça, c'est des trucs qui disent que ton découvert, soit il n'est pas bien adapté, soit tu le dépasses régulièrement et ça, c'est pas très très bon pour toi. Donc ça, c'est pareil, il faut faire attention. Et c'est pareil, ton épargne, si tu épargnes tous les mois 500 € depuis 3 mois et que tu as 1500 € d'épargne, ça veut dire que tu n'épargnais pas avant. Donc, c'est aussi un élément. C'est-à-dire que, mais oui, mais je mets 1000 € de côté. Oui, d'accord, mais vous avez 4000 €, donc en gros, ça fait 3 jours que vous le faites, quoi. Ouais. Et oui, mais nous, on le sait, on Ouais. le voit dans les dossiers, mais ça paraît, on n'y pense pas forcément. C'est logique quand on vous le dit, mais c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que, et puis, c'est pas que pour le banquier. C'est-à-dire que, encore une fois, tu vas acheter ton bien, il va t'appartenir à toi. Tu vas tous les mois devoir payer ta mensualité. Si tu peux pas avoir de retard de mensualité. Si tu payes pas ton loyer, bah, c'est pas grave. Enfin, tu as des lois qui te protègent, etc. Si tu payes pas ta mensualité, tu auras plus rapidement des problèmes. Donc, il faut que tu sois capable de gérer. Sans te mettre en difficulté. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai plein de clients qui me disent non, mais quand je serai propriétaire, j'arrêterai d'aller au resto. Non, en fait, commence par arrêter d'aller au resto et après, t'achèteras. Mais c'est une question de mode de vie. C'est plus un loyer que tu vas mettre en pure perte. C'est vraiment ton bien à toi. Donc,
prépare-toi à ton projet. Ok, les taux augmentent, mais il faut que tu sois prêt à devenir propriétaire. Mhm. Ok. Et est-ce que du coup, il y a des infos, des éléments qu'on doit absolument communiquer et auxquels on pourrait éventuellement ne pas les avoir en tête? Enfin, qu'est-ce que le banquier doit savoir pour bien étudier ton dossier, pour faire en sorte que ils suivent enfin, tu vois, qu'ils veuillent suivre ton projet? Mets de l'humain dans ton projet. Ça, c'est le premier conseil que je peux te donner. Si tu veux faire des travaux, explique pourquoi tu veux faire une nouvelle chambre pour ton enfant à venir, euh, tu veux t'agrandir, je sais pas, mais explique. Il faut expliquer. Il n'y a pas que des données financières. Après, effectivement, il y a des éléments rassurants. Et là, on revient du côté financier. Donc, l'âge des emprunteurs est important. Plus ils sont jeunes, plus ils ont une capacité d'évolution dans leur profession et donc dans leur salaire. Le nombre d'emprunteurs aussi, c'est quand même mieux de partager le risque à deux. Alors évidemment, on n'a pas toujours le choix, mais c'est un critère qui est important. L'épargne dont tu disposes est importante aussi. Mais tu n'as pas tout le temps dans ta banque. Tu peux avoir un plan d'épargne entreprise, tu peux avoir une assurance vie héritée qui est dans un autre truc, machin. Il faut tout donner. Ça ne veut pas dire que parce que tu as 10 000 euros sur une assurance vie, le banquier va le prendre. Mais ça rassure, parce que si tu mets toute l'épargne que tu as dans ta banque, eh ben, et qu'il te reste encore 10 000 euros le jour où tu as un problème, tu peux aller chercher tes 10 000 euros. Donc, c'est pas pareil que de ne plus rien avoir ou d'avoir mis tout son apport. Donc, il faut communiquer de manière honnête avec le banquier. Le banquier, il n'est pas forcément là pour te dire faut tout rapatrier chez moi. C'est pas ça. Il a besoin d'avoir des éléments rassurants. Ton patrimoine est important. Parfois, j'ai des clients qui disent ah, en fait, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai des parts dans une SCI familiale. Bah, alors, je m'en occupe pas du tout. Oui, mais ça reste important quand même. Et ça peut être un élément positif. Au même titre que si tu as un bien locatif, c'est important. Si tu possèdes la moitié de la maison familiale avec ton frère ou ta sœur ou je sais pas qui, qu'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de revenus, etc., ça reste quand même une part d'un bien. Et si vraiment un jour il y a un problème, vous pouvez décider de le vendre ou ton frère peut décider de te racheter les parts, etc. Donc, encore une fois, élément rassurant pour la banque. Tes revenus sont importants, les revenus du travail évidemment, les revenus immobiliers aussi. Tout ce qui est la CAF et ces choses-là, c'est pas ce qui fera basculer ton dossier, mais ça reste des éléments importants. Alors quand je dis la CAF, je ne parle pas des allocations d'aide pour les enfants handicapés, parce que ça, c'est pour l'éducation des enfants. Je ne parle pas de l'aide pour le logement, parce que ça, quand tu deviens propriétaire, tu ne le touches plus. Je ne parle pas non plus des revenus minimum et autres, enfin de la CAF qui vient compléter le revenu d'activité, parce que ça, c'est pour continuer, enfin, c'est pour réussir à manger. Mais je parle éventuellement, quand tu as 2 enfants, tu peux toucher la CAF, etc. Les allocations familiales, quoi. Voilà, tu touches les allocations familiales. Ça peut aider dans le pourcentage d'endettement. D'accord, mais c'est pas l'élément qui fera basculer ton dossier, mais ça reste un élément. Et donc, encore une fois, il faut communiquer dessus. Les pensions que tu payes, celles que tu touches, etc., elles font partie aussi des revenus. Alors, en fonction de l'âge, évidemment, si tu touches des pensions pour une pension pour ton fils ou ta fille de 18 ans, autant te dire que la banque ne va pas en tenir compte, parce que dans 2 ans ou 3 ans, si tout se passe bien, ton fils, il s'en va et voilà. Et puis, tous tes crédits aussi. Oui, j'allais te dire, si tu as des crédits à la consommation parce que tu as acheté une voiture ou je ne sais quoi, est-ce que tu as intérêt à les épurer ou voilà, à communiquer? Enfin, comment? Alors, à communiquer, ça c'est sûr. À les épurer, pas toujours. Après, il y a des. Alors, un LOA, un LLD, toutes ces choses-là, les gens me disent oui, mais la concession automobile, elle m'a dit que c'était pas un crédit. Oui, bon, alors dans 95% des cas, c'est un crédit, en tout cas considéré comme tel. Et c'est encore pire que ça, parce que comme c'est un LOA ou un LDD, on ne récupère pas la voiture à la fin. C'est du leasing, ça, j'imagine, non, c'est ça? C'est ça, c'est quand tu prends une voiture en leasing et tu payes 200, 300, 500, 600 euros.
Mais sauf que dans 3 ans, tu n'as plus de voiture et donc tu dois reprendre une voiture. Donc là, pour le coup, tu empiètes ta capacité d'endettement de manière un peu significative. Alors, il existe quelques banques qui ne considèrent pas le leasing comme un crédit, mais de manière générale, il ne faut pas trop compter dessus. Les crédits, c'est aussi important parce que parfois, on peut avoir plein de petits crédits. Ça peut peut-être valoir le coup de les regrouper sans forcément aller les épurer. Il y a certaines banques qui pratiquent ce qu'on appelle le lissage, c'est-à-dire qu'elles vont aller baisser la première mensualité, enfin les premières mensualités, le temps de terminer les crédits, pour ensuite remonter la mensualité, espèce de palier, et du coup le crédit va venir s'intégrer. Après, il faut que ce soit logique aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on pratiquait beaucoup quand les taux étaient à 1%. Aujourd'hui, quand les taux sont à 4%, il y a peut-être intérêt à rembourser les crédits maintenant. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui s'apprécie en fonction du dossier. Quand c'est pas nécessaire, il y en a qui ont des prêts étudiants, par exemple, à des tout petits taux. Quand le prêt est à 0,75%, c'est peut-être dommage. Il vaut peut-être mieux mettre plus d'apport sur le prêt à 4% que de rembourser le crédit à 0%. Mais encore une fois, il faut que ça passe dans l'endettement parce qu'ils peuvent être parfois un peu costauds en termes de remboursement. Et donc, voilà. Et si on parle un peu plus du sujet réno, donc travaux, et comment est-ce que sont considérés les travaux? Surtout nous, quand on veut se lancer dans la rénovation avec souvent beaucoup de travaux, ceux qui m'écoutent, c'est quand même souvent ça. Est-ce que l'emprunt est du coup un peu conçu de manière globale et le budget travaux, il est à l'intérieur de ton prêt, ou est-ce qu'il y a d'autres façons de procéder? Comment est-ce que ou alors est-ce que ça dépend des banques aussi, peut-être? Eh ben, t'auras tout compris. Ça dépend des banques. C'est ça, encore. Encore une fois, ça s'étudie. C'est-à-dire que si tu achètes une maison dans laquelle il y a besoin de 100 ou 200 000 euros de travaux, c'est souvent une maison qui n'est pas forcément très habitable. C'est ça. Et donc, tu vas avoir besoin de continuer à louer un bien en attendant de faire tes travaux. Dans ces cas-là, tu as tout intérêt à te tourner vers une banque qui va intégrer les travaux dans la même chose dans le même prêt que celui qui te permettra d'acheter ton bien. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de créer un différé. C'est-à-dire que tu vas demander, tant que tu n'as pas fini tes travaux, et donc tant que tu n'as pas débloqué tes travaux, tu ne passeras pas en amortissement, ou alors tu ne paieras que les intérêts à hauteur de ce que tu vas avoir débloqué, et du coup, tu peux continuer à payer ton loyer. Certaines banques font un prêt pour l'achat de la résidence principale, enfin pour l'achat du bien, et un prêt pour les travaux. Et ça, c'est un problème parce que si tu achètes, je sais pas moi, 200 000 euros ton bien, tu vas commencer à payer ton crédit de 200 000 euros, tu vas faire tes travaux, et en attendant, tu n'as pas de bien, et enfin, t'es pas habitable, et du coup, tu continues à payer ton loyer. Mais tu payes déjà ta mensualité sur 200 000 euros de crédit. Parce que ça, si c'est différencié, tu n'as pas la possibilité de faire un différé. Sur le prêt du bien, non. Sur le prêt de tes travaux, tu peux, puisque la règle en général pour toutes les banques, c'est que tant que la totalité du prêt n'est pas débloquée, tu ne passes pas en amortissement, sauf certains cas où tu peux faire un amortissement anticipé, mais c'est quand même de plus en plus rare. Mais oui, donc il y en a, c'est compliqué. Par contre, si ces mêmes personnes qui devaient louer finalement décident d'aller vivre chez papa et maman pendant les 6 mois du projet, elles ont tout intérêt à faire un prêt séparé parce que ça leur permet de commencer à amortir, et à 4%, c'est quand même mieux quand tu diffères pas. En tout cas, voilà. Donc, parce qu'effectivement, si tu as la capacité financière de porter et ta mensualité et ton loyer, est-ce que tu as intérêt quand même à faire un différé ou à l'éviter? Aujourd'hui, à 4,5%, tu as intérêt à l'éviter. Parce que ça te coûtera un peu plus cher. Mais après,
encore une fois, dans un crédit, tout est une question de situation. C'est-à-dire que il y a ce qui est mieux financièrement et il y a ce qui est plus supportable en termes de comment je vis. Oui, oui, chaque situation, c'est sûr, Exactement. tout à fait. Et dans le contexte dont on a parlé, et quand on s'engage justement à faire une grosse réno, souvent on est amené effectivement à emprunter au max, en max de temps, au max de capacité d'endettement. Donc sur 25 ans, il y a 35% de capacité d'endettement. Est-ce que les banques prêtent facilement quand tu es au taquet de toutes tes capacités comme ça? Alors, quand tu fais des travaux, si tu achètes, mettons tu achètes un bien, tu fais beaucoup de travaux et tu décides de te mettre à 25 ans sur 35% d'endettement, les banques regardent le type de travaux que tu fais. D'accord? Est-ce que ta maison qui aujourd'hui vaut 200 000 euros, dans laquelle tu vas mettre 100 000 euros de travaux, vaudra un minimum 300 000 euros l'année quand tu vas la revendre, Mmh. sachant que les prix des biens ont quand même un peu Fluctuer. abaissé. Donc, est-ce qu'au moins ça vaudra 280 000, tu vois? Mmh. Ou est-ce que finalement tu refais l'électricité, la plomberie, enfin des trucs qui valoriseront pas ta maison, qui sont indispensables hein, pour ta maison, mais qui valoriseront pas forcément ta maison à hauteur des travaux que tu fais. Ouais. Là, ça va être plus compliqué de financer. Un autre point important, c'est que quand tu fais achat plus travaux, tu n'es pas obligé de mettre beaucoup d'apports sur ton projet. L'apport des frais suffit, les fameux 10%, mais il faut quand même garder de l'épargne. Et ça, c'est une condition sine qua non que j'impose à mes clients, même si je ne suis pas obligée de le faire. Mais en gros, partir sur des travaux sans avoir 20 ou 30 000 euros d'épargne conservée, c'est la catastrophe assurée. Parce que moi-même, j'ai vécu une maison en travaux et que tu as beau faire un budget de 50 000 euros, ça finira forcément à 60 000. Et qu'il y a toujours une En tout cas, il faut surprise. l'anticiper. Voilà, Et ça ça, glisse toujours. Ça. c'est ça. C'est-à-dire que non, mais je veux mettre tout mon apport. Non, tu gardes le truc. Pour peu que tu fasses de la construction, tu as la taxe de bienvenue qui t'arrive que tu n'avais pas tout à fait prévu. Tu as toujours un truc. Et puis, alors, surtout en ce moment, avec l'augmentation des matériaux, etc., ton parquet que tu avais prévu à 25 euros du mètre carré, bah, finalement, dans un an, il en vaut 30. Pour peu que tu aies 100 mètres carrés à faire, c'est pas la même. Et sauf que la banque, bah, si tu es au taquet de ton endettement, elle va pas te dire je vais vous faire un crédit conso en plus. Et puis on va pas rajouter un truc. Donc toujours prévoir un petit peu de poire pour la soif, surtout quand on fait des travaux. Bah alors, c'est bien que tu parles de ça, justement, quand on a un bel apport, et notamment, c'est mon cas, c'est pas secret. Moi, j'ai déjà fait 2 rénovations, donc qui à chaque fois ont généré des travaux et donc de la plus-value en résidence principale. Mais au fur et à mesure, bah, à chaque fois que tu revends, tu te constitues un capital qui fait qu'effectivement, ton apport personnel, il est quand même de plus en plus intéressant. Et là, au moment où on se retrouve à avoir déjà 2 rénaux, 2 reventes, on se projette dans un 3e achat où on a du coup un bel apport personnel. Moi, ma question, c'est que je me demande, est-ce que du coup, j'ai intérêt à mettre tout mon apport personnel dans le dossier, si on peut dire, et à ce que ce soit considéré comme de l'apport personnel par le banquier pour passer mon emprunt, ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à mettre que les 10% dont on a parlé pour couvrir les frais et garder le reste pour faire des travaux finalement, tu vois? Alors, moi, j'ai plutôt tendance à conseiller mes clients qui ont un cas comme le tien de mettre le minimum d'apport sur le projet et de conserver l'épargne pour financer les travaux. Ou de mettre une petite enveloppe travaux parce qu'on en a besoin, on a, je sais pas moi, 100 000 euros d'épargne et on sait qu'on va en avoir pour 120 ou 130 000 euros. Bon, bah, on rajoute une petite enveloppe de 50 000 euros parce qu'on achète 200 000 euros et qu'on sait que les 50 000 euros qu'on va présenter à la banque vont faire que la maison en vaudra 300. Donc, en fait, la banque, elle prend pas de risque. C'est toujours une question de risque. Quel risque je prends à te prêter 250 000 euros quand on achète 200?
Mais l'épargne conservée est un élément important pour la banque. Et surtout, et ça c'est un autre point, c'est que quand tu mets des travaux dans un prêt, tu dois fournir des devis. Alors ça peut être le devis de celui avec lequel tu vas travailler, qui est au plus juste, ou ça peut être un devis un tout petit peu plus élevé parce que derrière, tu vas faire des économies d'échelle, tu vas changer de prestataire, machin. Si c'est les mêmes postes, la banque, elle te le financera quand même dans la plupart des cas. Mais tu vas gagner un peu et du coup, il me reste 10 000 euros à la fin. Est-ce que en plus, je peux faire ça, ça? La banque, elle fera si tu présentes des factures. Mais par contre, effectivement, le déblocage, il est un peu costaud. C'est-à-dire que quand tu vas signer chez le notaire pour un bien, c'est le notaire qui envoie le truc, donc la banque, elle débloque facilement. Quand il y a des travaux, elle va te demander des factures d'acompte. Alors déjà, quand tu commences à demander des factures d'acompte à un auto-entrepreneur, tu commences à avoir un problème. Parce que lui, il est 18 heures par jour sur ses chantiers et que faire une facture d'acompte, il n'a pas forcément le temps. Mais toi, tant que tu n'as pas une facture d'acompte, tu ne peux pas le fournir à la banque. Et la banque, quand elle l'a, elle va le recevoir, ça doit monter au service des prêts qui doit le débloquer. Et donc, ton auto-entrepreneur dit, oui, moi je vous ai donné la facture d'acompte hier à 23h30, ce serait bien que vous me payiez. Oui, mais je ne peux pas vous payer en fait parce que la banque, elle va mettre 3 semaines à me débloquer les fonds. Donc, si tu as un peu d'épargne de côté, du coup, ça te permet d'avancer et la banque te rembourse toi, déjà. Et puis, dans tous les cas, effectivement, les déblocages, c'est un peu pénible. Et en fonction des banques, ça peut être une aventure. Donc, Oui, c'est ça. effectivement, Il y a des banques qui vont être plus flexibles sur les factures que tu présentes et leur conformité au devis que tu as démontré au moment de l'obtention du prêt, et d'autres qui vont être plutôt souples. ouais, alors c'est pas une question de flexibilité, mais c'est surtout une question de norme. C'est qu'effectivement, certaines banques te disent, moi, si j'ai accepté le devis de machin chose et que c'est pour faire une baignoire, je prends pas le devis de bidule chouette pour faire une douche. Ouais, mais ça, dans la réalité de la Et vraie vie, c'est oui. impossible. C'est impossible qu'au moment où tu fais tes devis pour aller obtenir ton prêt, donc en gros, tu es entre le compromis et l'offre, ou du coup, tu n'as même pas accès à la maison. Enfin, tu peux si tu la demandes, mais voilà, tu sais pas ce que tu veux faire exactement, tu sais pas dans quel type de finition tu veux t'engager. Justement, ce temps-là, il était nécessaire pour te projeter, pour préparer ton projet, etc. Et donc, encore moins quand tu fais venir tes artisans pour avoir des devis pour la banque, artisans qui, en plus, soit dit en passant, n'aiment pas du tout venir faire un devis quand c'est juste pour la banque. Donc, aujourd'hui, c'est quand même difficile de les avoir. Et donc, en fait, à ce moment-là, tu lui dis un peu n'importe quoi à ton artisan pour qu'il fasse un devis et que tu aies quelque chose à présenter. Mais en soi, Alors, tu vois, tu sais pas, moi, tu sais même pas si c'est avec lui que tu vas le faire. En plus, sans parler des travaux que tu veux faire toi-même. Il y a aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans la rénovation et qui veulent faire des travaux eux-mêmes. Et je parle pas juste de faire la peinture. Il y en a qui se mettent à faire l'électricité, la plomberie, l'isolation. Donc ça, tu peux pas présenter des devis, tu vois, à la hauteur, effectivement, de ce que ça va vraiment te coûter à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est vraiment hyper compliqué. Enfin, moi, je trouve. alors, non, mais il faut juste que tu sois dans la bonne banque. Et encore une fois, ça, toi, tu ne peux pas le savoir. C'est C'est ça. d'où l'importance d'aller voir un courtier parce que lui, il va savoir te gérer tes histoires de travaux et il va pouvoir évaluer le type de travaux que tu fais. Moi, quand j'ai des clients qui me disent, attention, il y a beaucoup de travaux, qui me disent, il y a 20 000 euros de travaux et en gros, on va faire la peinture, ça se gère, on s'en fiche. Oui. Quand j'ai des clients qui me disent, j'ai 150 000 euros de travaux, bon, là, on travaille pas forcément avec la banque avec laquelle je travaille pour les 20 000 euros. Ok. Donc là, tu vas plutôt voir la banque que tu sais qui va être souple, qui va faire passer les factures qui correspondent pas forcément aux devis qui ont initialement été validés pour avoir l'emprunt. Parce qu'effectivement. Tu finis toujours. Alors, la banque, elle n'a pas vocation à bloquer ton dossier à vitam aeternam. Mais si tu dis, non, finalement, j'ai pas pris cet artisan-là pour telle et telle raison, parce que l'autre était 5 000 euros moins cher, la banque, elle finira toujours par te le débloquer. Par contre, ça peut être un peu plus long et effectivement,
vaut mieux passer avec des gens qui savent gérer les travaux. Mais de manière générale, les banques, elles apprennent aussi, elles vivent avec leur temps. Et effectivement, aujourd'hui, tu as de plus en plus de gens qui font des choses eux-mêmes et du coup, les banques, elles apprennent de plus en plus à gérer les travaux, etc. Mais quand on dit travaux, c'est pas forcément des devis d'artisans. Si, moi souvent j'ai des clients qui me disent: «Ah mais non, mais la peinture on l'a fait nous-mêmes». Bah ouais, mais la peinture tu vas pas la créer tout seul en fait. Donc il faut l'acheter la peinture. Donc donne-moi un devis de pot de peinture. Tout à fait. Mais Voilà. c'est là aussi où, pour quelqu'un dont c'est pas le métier, ça peut être un peu complexe à ce moment-là du projet où du coup, tu en es quand même qu'au démarrage et tu sais pas encore très bien ce que tu vas faire, que d'aller voir ton fournisseur de peinture et de lui dire exactement la quantité dont il aura Tu besoin. prévois un peu plus. Au pire, tu as 2 choix. Soit tu peux remplacer un devis par un autre, tu peux aussi choisir une peinture un peu moins chère, etc. Et puis, tu peux faire à la fin, s'il te reste 10 ou 20 000 parce que tu as trop prévu. Bon, en général, c'est rarement le cas, mais ça peut arriver parce que tu as des clients qui sont hyper stressés et du coup, ils te prennent 200 000 euros de travaux là où ils savent qu'ils vont en faire 150 000. Tu peux faire ce qu'on appelle un abandon de solde. C'est-à-dire que tu n'as plus rien à dépenser et tu dis à la banque, moi j'ai fini mes travaux et donc au lieu d'avoir emprunté 200 000 euros, je n'emprunte que les 150 000 euros et je fais un abandon de solde. Ah, c'est bon à savoir ça. Donc ça, c'est un Donc truc qui c'est peut être réévaluer, enfin la durée de ton prêt est revue. la durée, le montant, etc. Ils touchent pas au taux, mais ils peuvent, ils revoient les conditions de mise en amortissement de ton prêt. Est-ce que tu payes cette option? Non, en général, voilà, tu préviens le banquier, et il fait un avenant à l'offre. Parce qu'à partir du moment où tu changes quelque chose sur ton offre, tu dois le stipuler par un avenant. Donc, tu vas recevoir un avenant, tu vas réavoir 10 jours de réflexion avant de pouvoir signer ton avenant. Et une fois que tu l'as renvoyé signé, c'est mis en place. Et là, ton prêt se met en amortissement. Alors, il y a un autre point important dont on n'a pas parlé aussi, c'est quand tu fais des travaux importants, surtout des travaux qui touchent à la structure, il est important, et souvent les banques le demandent et de plus en plus, de souscrire une assurance dommage-ouvrage. Tout à fait. L'assurance dommage-ouvrage, alors tu n'as pas beaucoup d'assurances Qui la propose? qui la proposent et tu as peu de banques qui le font aussi. Mais elle le demande de plus en plus. La dommage-ouvrage, elle est là pour te couvrir si jamais dans 5 ou 10 ans, il y a un problème dans les fondations et que le prestataire qui a réalisé les travaux n'est plus là, malheureusement, et ben, l'assurance prend en charge. Elle se débrouillera avec l'assurance de l'ancien prestataire, mais en tout cas, elle va réparer tout de suite. Et ça, c'est un gage important pour le banquier. Alors, ça dépend de la nature des travaux. C'est un coût quand même, moi, je sais qu'en règle générale, on est de l'ordre de 5 000 à 6 000 euros. Alors, ça dépend des travaux aussi. Hein. Oui, de l'ampleur. C'est assez proportionnel. Mais donc, c'est pas négligeable. C'est pas comme une assurance habitation. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire financer par la banque. Oui, c'est ça. Peut-on l'inclure dans son prêt? Exactement. Donc ça, c'est important et c'est un élément rassurant pour les banques, voire même certaines banques le demandent. Par exemple, quand tu touches à la pour certaines, structure. c'est indispensable, c'est un critère. C'est ça. Quand dans les travaux, il est indiqué que tu vas casser des murs, moi j'ai des banquiers qui m'ont demandé à prendre une dommage ouvrage parce que on touchait à la structure. C'est même la dommage ouvrage, elle est même liée à la décennale des artisans en général. Donc c'est tout ce qui est lié à la stabilité de l'ouvrage, mais qui met aussi en péril. Enfin, ça peut être même quand tu touches pas à la structure, tu peux mettre en péril la stabilité de l'ouvrage et du coup avoir à mettre en jeu la décennale d'un artisan et donc à avoir besoin de recourir aussi à une dommage ouvrage pour ton assurance propre. Mais c'est là aussi où c'est compliqué quand tu fais de l'auto-rénovation et que du coup tu fais beaucoup de travaux par toi-même, parce que prendre une dommage ouvrage quand tu fais beaucoup de travaux par toi-même, tu n'as pas d'assureur qui accepte. Oui. D'où l'intérêt, encore une fois, d'aller voir un courtier pour aller te présenter ton dossier à la banque qui acceptera que tu fasses les travaux toi-même et sans dommage ouvrage. C'est ça. Mais souvent, ça dépend de ton métier aussi. C'est plus simple d'expliquer qu'un maçon va faire lui-même ou un plombier ou oui, quelqu'un qui est dans le métier.
que quelqu'un qui est comptable. Enfin, j'ai rien contre les comptables, je les adore. C'est Hein, sûr. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de comptables qui se lancent dans la rénovation et oui, par eux-mêmes. Donc, du coup, oui. c'est vrai que c'est là où on se retrouve parfois dans des situations complexes, quoi, ouais. D'accord. Et pour en revenir à nos histoires de devis travaux face aux banques, est-ce que tu préconises ou pas ce que j'ai pu faire pour ma deuxième réno, dans mon cas, qui était d'aller gonfler un maximum les devis au moment du dossier de constitution de ton dossier de prêt, pour justement effectivement avoir un budget qui soit le plus conséquent possible dans la mesure du raisonnable, hein, bien sûr, mais et de la réalité, pour te laisser une marge de manœuvre, parce que au moment où tu constitues ton dossier, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Et donc, par Oui. exemple, moi, typiquement, tu vois, je suis allée, je me souviens être allée chez Ikea et avoir demandé toutes les options possibles et inimaginables à mettre dans ma cuisine, ce que j'ai jamais fait en réalité, fait faire un devis pour du dressing que j'ai jamais fait en réalité, ou aller, enfin, tu vois, ou pareil, avec les artisans, on a fait un devis d'électricité alors que mon conjoint a fait l'électricité et qu'il avait les compétences pour le faire, donc c'était pas un souci. Mais on a produit des devis qu'on savait déjà, au moment où on les a produits, qu'on n'irait pas au terme de ces devis. Oui, c'est une solution et c'est souvent ce que je recommande. Alors, il y a quelques années, j'ai recommandé ça à des clients qui l'ont tellement bien appliqué qu'ils m'ont sorti un truc 2 fois plus important, un budget 2 fois plus important que ce qu'ils étaient censés faire. Dans la réalité, c'est passé parce que ça passait dans l'endettement, etc. Donc, ça leur laisse une marge de négociation. Ils peuvent fournir un autre devis, etc., etc. Et ça leur permet effectivement de sereinement faire ce qu'ils ont envie. Alors, tu feras pas ta piscine s'il te reste 30 ou 40 000 euros, tu feras pas ta piscine avec. Mais, mais pour autant, effectivement, tu pourras faire une salle de bain de plus, tu pourras acheter un parquet un petit peu plus cher que ce que tu avais prévu, etc. Donc oui, c'est recommandé. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler des options? Parce que souvent, nous, on n'y pense pas. Les options qui existent sur les prêts et qu'est-ce qui est recommandable, enfin, quelles options on peut, dans ce type de cas sur la rénovation, tu as parlé du différé, mais il y en existe d'autres? Oui, alors notamment, donc tu as les différés. Alors tu as différents types de différés. Ils peuvent être partiels ou ils peuvent être totals. Donc partiel, ça veut dire que tu vas payer les intérêts tous les mois à hauteur de la somme que tu vas débloquer. Ça, c'est l'élément, enfin, c'est bien de faire un différé partiel parce que c'est ce qui coûte le moins cher. C'est-à-dire que tu payes ce que tu dois au moment où tu le dois. Mais c'est pas toujours possible, notamment parce que tu as un loyer, tu as une autre mensualité, autre chose. Euh, donc, sinon, tu fais un différé total et là, donc du coup, tant que tu n'as pas tout débloqué, tu ne payes rien si ce n'est les assurances de ton prêt. Donc ça, c'est hyper important, le différé, notamment aussi si tu veux aller dans un bien. Tu prévois pas de faire des travaux très importants, mais tu achètes un bien et tu te dis que tu en as pour 2-3 mois de travaux. Ça peut être intéressant de demander un différé pour 3 mois. Donc là, c'est un peu moins compliqué. Tu as tout débloqué ton prêt, mais tu veux un différé a posteriori de 3 mois. Ça, c'est quelque chose qu'il faut demander au début. Parce que si tu arrives le jour du déblocage en disant à la banque, bah, j'aimerais bien un différé de 3 mois, il va te dire, bah non, c'est pas possible, c'est pas dans votre offre. Donc ça, c'est un point important. Un autre point, c'est effectivement les modulations, c'est-à-dire le fait de pouvoir augmenter ou diminuer ton prêt. Ça, c'est plus en fonction de ton parcours de vie tel que tu le prévois. Si tu es en tout début de carrière et que ton prêt, enfin que ton salaire va augmenter, bah, du coup, ça peut être intéressant de prévoir, de pouvoir payer plus rapidement ton prêt pour pouvoir diminuer la durée et donc optimiser le coût. Donc, moduler la mensualité. Exactement, moduler la mensualité. Ou même de la diminuer à un Ou de la moment diminuer compliqué. parce que ou un beau moment, tu vois. Oui, où les enfants partent faire leurs études supérieures ou je ne sais quoi. Bon, il peut y avoir. Ou tu fais un bébé et donc il y Oui, a un des deux qui s'arrête, monsieur s'arrête pour s'occuper des enfants tout à fait. et du coup on baisse la mensualité parce qu'il y a un petit peu moins de salaire et on attend
effectivement de revenir à un plein emploi après. Et donc la modulation, au départ on baisse et puis après on réaugmente et voilà. Donc ça c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qui est important? Le déblocage sur facture, mais ça on en a parlé tout à l'heure. Ça c'est plus, alors c'est pas vraiment une option, mais certaines banques vont faire sur facture et d'autres vont, en fonction du montant, elles peuvent, s'il y a que 10 000 euros de travaux, elles peuvent décider de le débloquer d'un coup. Mais ça c'est pour des petites sommes de travaux. Il y a les exonérations d'indemnités de remboursement anticipé qui sont importantes aussi à négocier, c'est-à-dire que de par la loi, quand tu rembourses un crédit immobilier de manière anticipée, la banque est en droit de te demander une indemnité de remboursement anticipé qui est équivalente à 6 mois d'intérêt ou 3% du capital restant dû, ce qui est le plus avantageux pour toi, non pas pour la banque mais pour toi. Dans ces cas-là, certaines banques acceptent de faire une exonération de ces indemnités sous réserve que l'argent soit à toi. C'est-à-dire que c'est pas, tu vas pas faire racheter ton crédit par une autre banque, mais tu as vendu ton bien ou tu as touché un héritage ou tu as touché une prime ou un truc comme ça, eh bien, ou tu as fini tes travaux, il te reste encore de l'épargne et tu veux rembourser ton crédit partiellement pour avoir moins de mensualités maintenant que tu sais où tu vas, il est important de négocier une exonération des indemnités de remboursement anticipé. Alors, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les marges des banques sur les crédits se sont un petit peu réduites. Donc, les indemnités de remboursement anticipé sont un des éléments qui permettent de rentabiliser ton prêt. Donc, certaines banques disent, pour l'instant, tant que les taux sont un peu hauts et que on ne peut pas trop marger sur les prêts, alors pour l'instant, on ne fait plus d'exonération. Mais certaines le font, d'autres non. Ça, encore une fois, je crois que tu vas pouvoir appeler ton podcast, ça dépend des banques. C'est ça, exactement. C'est ma phrase préférée. D'accord, très bien. Voilà. Mais justement, est-ce que, à force, parce que ces options-là, on a tout envie de les prendre, finalement. Enfin, on a tout envie de... Alors, on ne peut pas tout faire. Ouais, c'est ça. Comment en faire? fait, alors, la dernière fois, j'ai pris un exemple avec des clients qui avaient à peu près mon âge. Ils voyaient de quoi je parlais, mais je sais pas si t'imagines, tu te rappelles du film Minority Report? Ouais. Tu sais, où tu avais Tom Cruise qui faisait tout un tas de trucs avec ses bras, là. Il avait plein d'options et puis il construisait des trucs, très futuristes et machin. C'est un peu ça, en fait, le crédit. C'est-à-dire que dans un crédit, tu as plusieurs possibilités. Tu as la garantie, tu as les options, tu as les assurances, tu as le taux, tu as les frais de dossier. En gros, c'est les gros blocs. Et puis, tu voudrais tout avoir, mais tu peux pas tout prendre. Donc, le boulot du courtier, encore une fois, c'est de trouver la meilleure combinaison. L'objectif à la fin, c'est d'avoir la meilleure mensualité. Mais parfois, tu peux avoir 5 ou 10 euros de différence sur une mensualité par mois et avoir une banque qui présente une exonération des indemnités de remboursement anticipé alors que tu sais pertinemment que ton bien, tu l'achètes pour maintenant, mais que dans 5 ans, tu es muté et que du coup, tu vas revendre ton bien dans 5 ans. Ouais, mais justement, en cas de mutation, tu n'as pas une exonération Alors, ça dépend. Ça dépend des banques. Ça dépend des... Non, alors là, ça dépend plus. Alors, pour le coup, les indemnités, les cas légaux d'exonération d'indemnités de remboursement anticipé prévoient des cas. Alors, c'est souvent pas des cas très, très sympas du style décès de l'un des emprunteurs, etc. Et mutation. Mais il faut que ce soit des mutations... Enfin, il y a des cas très spécifiques. Là, pour le coup, il faut vraiment lire les petites lignes. Et donc, du coup, ouais, ça peut être pas une mutation, mais en fait, on en a marre et on sait que dans 5 ans, on veut aller vite on change de région. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Okay. Donc, toutes ces choses-là, là, ça dépend plus des banques, ça dépend du projet de vie. Oui, d'où l'intérêt aussi de bien en parler au moment où on prépare son dossier. De bien se poser toutes les questions pour ensuite, limite, tout donner aux professionnels qu'on a en face de nous, dire voilà ma problématique, maintenant trouvez-moi la meilleure solution. La meilleure combinaison Minority Report. Ok. Exactement.
Très bien. Bah écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question, sauf si tu vois un truc qu'on n'aurait pas abordé éventuellement. Non, je crois que là, on a tout vu. Ouais, c'est bien. Et ben alors, écoute, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil éventuellement à transmettre à ceux qui ont envie de se lancer dans la réno? Préparez votre projet. Essayez d'identifier au maximum. Imaginez le plus, même si c'est trop ce que vous imaginez, quitte à le réduire un petit peu après, mais essayez d'anticiper au maximum. Ne vous lancez pas dans un projet s'il n'y a pas d'épargne ou si le truc est un peu bancal, etc. Il faut avoir les reins un peu solides. N'ayez pas peur non plus de faire un certain nombre de choses vous-même quand vous faites de la rénovation. Ça peut faire baisser un budget et faire de la peinture, on sait le faire. Faut écouter tes podcasts. Je suis sûre qu'ils sauront faire comme il faut. Et puis voilà, il faut que ce soit un truc pensé. Et puis n'hésitez pas à faire appel à des professionnels pour avoir un avis. Après que vous passiez par ces 10 professionnels ou pas, ça c'est pas grave. Mais faites-vous aider, parlez de votre projet, anticipez, posez des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Et anticipez, voyez ce que ça peut donner. Et si vous vous sentez prêt, allez-y, lancez-vous. Super. Bah écoute, merci beaucoup Sandrine. Merci Avec beaucoup grand pour plaisir. tous tes conseils qui, je ne doute pas, vont être super utiles déjà à moi, pour commencer, pour ce troisième fameux projet de réno. Et puis pour ceux qui écoutent, c'était très clair. Merci pour ta disponibilité et ta gentillesse, c'était un vrai plaisir. Ben, merci à toi pour toutes ces belles questions et l'opportunité de parler de notre métier. On est content de pouvoir accompagner nos clients et donc voilà, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.